avait l'héroïne de Sicile, il y avait de la rose qui arrivait par la Tunisie. Le toxicomane était considéré comme un dissident. Il y avait très peu de gens qui pouvaient assurer leur héroïne avec leur salaire. Si la réduction des risques avait existé, il y a des tas de conneries que j'aurais pas faites. Et notamment cette question du cambriolage. Là-dessus, l'épidémie de sida est arrivée. Et surtout des quantités astronomiques de drogue. Je savais que les overdoses officielles, c'était peanuts. Puis bon, quand il n'y avait qu'une seringue, les gens la rinçaient généralement à l'eau, la faisaient tourner. Finalement, les junkies, ils avaient qu'à continuer à crever ou alors d'arrêter de se droguer. À partir de l'instant où tu donnais les moyens à quelqu'un de se soigner, fût-il usager de drogue par voie veineuse et dépendant, il le faisait. Là où la réduction des risques a pu se mettre en place dans des conditions satisfaisantes, nous avons arrêté l'épidémie de sida chez les usagers de drogue. La France a mis en place, en matière de substitution, un système qui est quasiment le plus efficace du monde. La construction, ça a été les premiers programmes d'échange de seringues, puis la réflexion de la nécessité de la substitution. Depuis quelques années, on est dans l'évolution d'une nouvelle réduction des risques, détaché un petit peu de ses origines, en prenant en compte les risques sanitaires et sociaux. L'hépatite C, elle est là pour nous rappeler ça, mais je vais utiliser une expression qui est séronégativer la réduction des risques. On a souvent parlé de palettes dans le champ de la réduction des risques, qui permettent de tenter d'apporter des outils, des réponses aux personnes qui en ont besoin, en fonction de leur parcours dans les questions de consommation, voire de dépendance, puisque là, du coup, on peut traiter de la consommation en passant par la vue jusqu'à la dépendance et le soin de la dépendance, qui nécessite effectivement des dispositifs particuliers. À Sud en 2015, on est à la fois installé dans la durée, plus de 20 ans d'existence, 56 numéros du journal des drogués qui s'adresse aux drogués, donc unique en son genre. Et on est surtout maintenant l'interlocuteur officiel des autorités pour toutes les personnes qui sont en soins pour des questions liées à leur usage de drogue ou leur dépendance. Ce mot de réduction des risques est intégré à une commission du ministère de la Santé dont on fait partie. Encore plus intéressant, le bastion, qui est la commission des stupéfiants, qui est quand même le bastion de la prohibition en France, que cette commission se tourne vers nous, connaissant parfaitement nos positions, notamment sur la question de la loi, et nous demande de siéger à titre de représentant des consommateurs, est un signe extrêmement intéressant. Après le scandale du Mediator, à l'agence du médicament, en gros, on se dit le point de vue des consommateurs devient quelque chose de prioritaire. Les scandales de santé publique, l'État n'en veut plus. Donc, il fait venir dans ces commissions des représentants des patients et, en l'occurrence, pour les addictions, et notamment les produits illicites, il se tourne vers nous. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il se tourne vers nous tout en sachant qu'on allait se poser en avocat des substances. La première brochure qui a été faite par Sud, quand même, qui est le manuel du shoot à moindre risque. Ensuite, on a fait une brochure sur le Subutex, quand le Subutex est sorti, sur l'utilisation du Subutex, ce que c'est, etc. Il y a eu le problème du VHC qui a émergé ces 10 dernières années, donc on a fait une brochure sur le VHC, prévention, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et puis on a fait aussi donc une brochure qui est le manuel des droits des usagers des traitements de substitution aux opiacés. Voilà. Donc entre autres méthadone. On peut suivre l'actualité de l'association sur le site asud.org. Il contient aussi de nombreuses informations sur les produits stupéfiants et la politique des drogues.
Une vaste section est dédiée au traitement de substitution aux opiacés, incluant un forum et des fonctions de dialogue avec des professionnels. Le site permet aussi de contacter l'ODU, Observatoire du droit des usagers, et de remplir son formulaire de témoignage. En avril 2015, Assud a organisé la 9e édition de ses états généraux des usagers de substances licites et illicites. Les Égus constituent un lieu unique d'échange entre les usagers et les professionnels. Assud collabore régulièrement à l'organisation ou participe à des séminaires, des colloques et des congrès, comme en juin 2015 pour les 5e journées de la Fédération Addiction. C'est l'inscription symbolique du shoot. Parce que c'est bien ça, le shoot, effectivement, les gens vont plutôt injecter. Et le shoot, c'est l'aspect le plus stigmatisant de l'usage de drogue. L'inscription du shoot dans la socialité urbaine, la salle de shoot, ça inscrit le shoot dans nos sociétés. Et sur les côtés, c'est chaud, mais pas... Et on l'a vu, nous, avec les pupilles, par exemple. Il y avait 1200 participants. On a collectivement été amenés à réfléchir à la question des processus de transformation et des processus de changement. Ce ne sont pas des processus qui vont de soi, parce qu'il y a d'énormes résistances qui sont liées à la peur, qui sont liées à des représentations. Arriver à déconstruire les représentations qui viennent freiner les évolutions, c'est déjà un travail absolument énorme. Il y a bien entendu la revendication inlassable de la progression de la loi 70. Je dirais aussi que chacun de nous doit être prêt à faire son communicant. Nous avons le devoir de le faire parce que nous sommes en situation de le faire. Je ne vous demanderai pas de lever la main pour témoigner de votre consommation personnelle. J'aurais trop peur de stigmatiser les rares qui ne la l'aideraient pas. Les rencontres sont l'occasion de confronter les discours officiels, ainsi que les sessions techniques pointues, avec des expériences de terrain, des analyses fondées sur des thèmes réformistes, voire iconoclastes. Quand on parle des usagers, la plupart du temps, on parle des 15%, 20% des gens les plus marginalisés, les plus chronicisés dans un certain nombre de choses. Et du coup, ça zappe quand même qu'il y a 80% des gens qui ont l'air de pas trop mal se débrouiller avec ça. Aux États-Unis même, ça bouge, puisqu'il y a des États qui légalisent. Mais ce qui va vraiment changer, c'est en novembre 2016, quand la Californie va être appelée à se prononcer, c'est clair qu'ils vont accepter, et ça va entraîner quelque chose de fort. Merci. La nouvelle loi de santé fut au cœur des discussions. À quelle sauce la RDR allait-elle être accommodée dans les années à venir? Je suis la gardienne du temps aussi à l'intérieur de ce congrès. Soigner ne peut se limiter, me semble-t-il, à séparer du produit. Je veux travailler à lever les freins qui existent pour faire avancer en particulier l'accompagnement. Réprimer sans doute, éduquer mieux, c'est en tout cas pour la responsable de santé que je suis, la priorité. Mon objectif est assurément ambitieux. Il est de faire de la génération qui naît aujourd'hui la première génération d'adultes non-fumeurs. Et au fond, un peu de bienveillance ne nuit jamais à la mise en œuvre des politiques de santé publique. Il y a malheureusement une politique de la drogue, en effet. Cette politique s'abrite derrière de grandes campagnes sur le caractère nocif des drogues et sur le caractère nocif d'un trafic venu d'ailleurs. En réalité, elle s'abrite derrière ça pour faire tout autre chose que lutter contre cela, et pour en réalité des opérations brutales, vaines et désastreuses de contrôle des populations et de ségrégation. Du côté loi de santé, un certain nombre d'avancées, toujours à nos yeux insuffisantes, mais c'est notre exigence, mais reconnaissons qu'elles existent quand même, et qui sont plutôt du domaine de la reconnaissance en termes de responsabilité et donc de couverture, si j'ose dire, des pros de la réduction des risques. Donc quand quelque chose s'officialise, c'est toujours excellent pour la spécialité qui est en quelque sorte protégée et de ce fait institutionnalisée. Vu le contexte actuel, je pense que c'est pas si mal et qu'on pouvait pas tellement faire mieux. Après, ce qui sera vraiment intéressant, et ça va être le gros chantier, c'est de redéfinir le décret définissant la réduction des risques et les CARUD. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que c'est là que ça va décrire les dispositifs, les objectifs. Et que moi, je suis impatiente de ça, de redéfinir le référentiel de la réduction des risques.
cette seconde partie, nous allons explorer la galaxie A-Sud. Elle se compose d'une série de structures de première ligne prenant en charge les bloodies d'aujourd'hui, d'Asudiens traités en médecine de ville et de témoins clés de la RDR. Histoire d'une réussite avec des bémols et encore bien du travail à accomplir. Les pères fondateurs d'A-Sud Marseillais sont des mecs des quartiers nord, donc sur cette espèce de mouvance hip-hop où on était plutôt à l'époque où le mouvement permettait de conscientiser certaines choses, de se responsabiliser dans sa communauté et de porter un petit peu des messages positifs. C'est beaucoup d'accueil, c'est récolter un peu les infos de ce dont les gens ont besoin par rapport au matos, les rediriger aussi vers le PES. Et c'est beaucoup de discussions et de réorientation. Tout simplement recréer du lien, c'est surtout ça en fait. Le but principal, c'est éviter l'isolement qu'on a fait pendant longtemps du toxicomane qui, en plus, VIH, VHC, si tu accumules tout ça, tu es quand même vachement exclu de tout ça. Ici, justement, tu n'es pas exclu et on va parler avec toi et si tu veux t'en sortir, on va t'aider à t'en sortir et si tu consommes, comment consommer, au moins fais-le bien. Ils nous accueillent, il y a l'usage pour les seringues, les pompes et tout. Et en plus de ça, ils sont à notre suivi, ils nous aident jusqu'à qu'on arrive à trouver le meilleur de nous. On fait des papiers, ils nous aident à aller chercher les meubles, ils nous font des enveloppes. Quand on est dans la mer, ils nous font des colis de manger, ils nous donnent des tickets restaurants. Ils entendent parler de la possibilité d'avoir des aides, type tickets, colis alimentaires et tout. Tu les vois tous rabouler chez nous et ils veulent tous quelque chose. Et l'autre jour, Steph, il a été obligé de dire carrément, non, on les réserve aux drogués, tu vois. Et là, ils se sont dit, ouh, non, ils sont mis eux-mêmes en retrait, tu vois, parce que eux, c'est juste des alcoolodépendants, c'est un autre public. Je suis pas drogué. On est vraiment sur un détournement d'usage de produits médicamenteux ici, chez nous, à Marseille. Je veux dire, c'est pour la majeure partie, c'est ce que les gens pourraient appeler la drogue. Marseille, capitale sans héroïne. Il nous apparaît, c'est des choses qu'on peut quand même facilement retracer, une disparition certaine de l'héroïne. Comme le business à horreur du vide, l'héroïne a été remplacée par la cocaïne. Les traitements à haut dosage génèrent peu de confort, peu de plaisir et les consommateurs réguliers sont toujours quand même en recherche de plaisir et de confort dans les consommations. Il y a quand même de la chaleur humaine, on parle. Si on a besoin de faire des tâches sociales, on peut. Voilà, ils sont quand même là pour les toxicomanes, donc je pense qu'ils les comprennent bien. Moi, c'est surtout pour rencontrer des gens, prendre du matériel propre. Moi, il m'aide, ne serait-ce que le fait de parler aussi, ça aide. Le fait aussi de pouvoir téléphoner gratuitement, de se faire aider dans ses démarches. Oui, bonjour. Avant, les docteurs, ils se sentaient inutiles. Alors, le Subutex est arrivé, a sauvé beaucoup de vies. Ça a permis de donner une vie normale à beaucoup de gens qui ont eu des enfants, qui ont fait une vie de famille, que j'ai consommé, etc. Et l'éducation de mes enfants, c'est pas pour autant que j'ai mis l'éducation en second, quoi, non, en priorité, tout ça. Pour dire que l'étiquette, le schéma, là, ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. C'est pas nombreux, mais... Messieurs, dames, l'heure est arrivée. Rien ne vient redonner de l'allant à la machine marseillaise et effectivement, on arrive, en ce qui nous concerne, à une gestion de ces mouvements de précarité. Si on fait un petit peu l'épidémio de la file active, le VIH seul n'apparaît plus sur la file active d'A-Sud Marseillais. On est à 30% de co-infection VIH-VHC et on est à 87% de VHC seul. Cette pratique, cette politique, cette dynamique, ces mutualisations successives, durables, voire pérennes, ont amené une prévention vis-à-vis du VIH, on va dire, optimale. Quand dans une file active, la majorité des gens qui viennent pour un objectif social, alors qu'on est bien dans le domaine de la réduction des risques purs, on voit bien qu'on a un souci. Et le souci, il est du côté des autorités qui continuent à entretenir
l'idée que la réduction des risques serait une forme de première ligne pour la précarité. C'est-à-dire que très souvent, tu entends un discours d'addictologue qui est prise en charge médicale pour les gens relativement insérés et réduction des risques pour les gens qui sont dans la rue. En gros, je vais le dire avec des mots qui choquent, mais ils sont dans un tel état de dégradation à la fois physique et psychique que bon, il ne reste plus que la réduction des risques pour eux. Comme si la réduction des risques ne pouvait pas s'appliquer d'abord et en première instance pour des jeunes adolescents, par exemple. Je suis responsable du XAPA dans lequel nous sommes, l'un des XAPA d'Aix-en-Provence. Alors là, c'est l'espace d'accueil de la Villa Floréal, c'est là où les gens arrivent, on sert le café, hein, Le sirop, le sirop. Ouais, des biscuits et maintenant des fruits pour que les gens ils aient un petit peu des vitamines aussi. Ouais. Ça, c'est... À chaque fois que je viens là, j'essaye de m'arranger. Voilà, donc ici c'est l'espace où on prend la méthadone. Il y a plusieurs dosages, une couleur par dosage. Et vous venez prendre votre méthadone. Mon traitement habituel, 3 fois par semaine, pour que ce soit régulier, que je n'ai pas tendance à abuser ou à mettre dans des états qu'il ne faudrait pas. Donc voilà, on me gère. Oh, vous vous gérez pas mal quand même, toute seule aussi. On me gère quand même, parce que j'exagère. On vous aide. Ça me fait du bien, je me sens écoutée, comprise et aidée, soutenue surtout. Ah, ça m'a vraiment tendu une perche pour me sortir de l'enfer dans lequel j'étais. Hein. S'il n'y avait pas ce centre, je ne sais pas où je serais. J'aurais peut-être même pas pu avoir ma grossesse. Elle a une petite fille, qu'on a vue là. On a accompagné Myriam pendant sa grossesse et pour le bonheur d'avoir cette petite Inès. On essaye quand même de vous procurer beaucoup de documents pour que vous soyez Moi, j'aurais vu ça au départ. correctement informés sur ce que vous faites quand vous consommez. C'est-à-dire que vous connaissiez là où il y a les risques, là où il y a les dommages, et qu'éventuellement on puisse travailler ça avec vous. Ça, c'est les kits qu'on donne aux patients. Normalement, les centres de soins comme nous avons dans nos missions obligatoires une mission de réduction des risques. Sauf que la réalité, c'est que, je veux dire que quand même la majorité des centres n'ont pas de matériel. Il y a cette espèce d'idéologie de certains de mes collègues qui est que si tu vas prendre ta méthadone, forcément, tu t'injectes plus. La réalité est de dire que c'est pas tout à fait ça. Un truc que je redis souvent quand le ton monte, je dis nous ne sommes pas vos ennemis. Parce que dans la violence qui leur est faite quotidiennement, ils engueulent tout le monde. Et d'arriver progressivement à ce qu'ils comprennent qu'on était des alliés sur lesquels ils pouvaient compter. J'ai, en 1994, monté à Marseille le premier bus échange de seringues de cette ville, qui est devenu en 1999 un bus méthadone et réduction des risques, et qui est maintenant un XAPA Carude. Non, je suis comme un petit peu de vous, non? Ah oui, oui. Et quoi, pas si mal que ça? Oui, ça va. Ça va. J'ai l'appartement et tout, mais là. C'est à Housing First. Housing First, ouais. Ouais, bah vous rentrez pile poil, vous êtes. Excusez-moi, je. Trouble mentaux. Oui. Tox. Prison. Ouais, pile poil dans le projet. Voilà, c'est bien ça. Ah, j'ai galéré, on en est arrivé là. J'ai dévoré. La Housing First, c'est justement pour les mecs qui ont galéré. Quoi. Ah oui, oui, oui. Tu leur donnes le truc le lundi, le mardi, ils ont tout bouffé. Et le mercredi, ils sont aux urgences en OD. Et le jeudi, ils sont en manque au bus, tu vois. Donc ici, en donnant jour par jour, ça permet d'inclure de façon extrêmement rapide les gens. C'est-à-dire que, alors qu'il y a des endroits où il faut que tu attendes 2 semaines, 3 mois, qu'ils soient motivés, là... Le médecin, 2 fois le médecin, plus l'assistante sociale. Et montrer que tu es dans de bonnes dispositions. Ah oui, bien sûr, Ici, c'est l'inclusion extrêmement rapide. Enfin, c'est comme le bus de Paris. Et on est les 2 programmes au départ de Médecins du Monde qui ont été autorisés. Et malgré le fait qu'on ait fait la preuve qu'on était vraiment légitime, il n'y en a jamais eu d'autres, etc. On a aussi vocation à donner en quotidien sur le bus. Et donc, on a qu'un tout petit stock qui nous permet de faire l'après-midi avec des pots de 60, de 40, de 20, de 10. Pour ce qui est des dépannages, des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui viennent, qui sont en manque d'opiacés, le maximum, c'est 40 mg de méthadone flacon qu'on va pouvoir donner. Par contre, il y a des gens qu'on suit déjà depuis longtemps, donc qui ont des prescriptions du médecin de chez nous. Et à ce moment-là, eux, ils ont ce qu'on appelle les traitements associés à leur traitement de substitution.
Donc alors toi, c'est pas tout à fait un traitement à la méthadone, hein, puisque c'était en fait un sevrage des benzodiazépines. Et donc tu avais commencé, je crois, tu étais à une douzaine de Lysanthia. Petit à petit, tu es descendu et tu es maintenant à 4 comprimés par jour, une dose qui est beaucoup plus raisonnable. Raisonnable, bientôt j'arrête tout. Voilà. Comme j'étais vraiment dans le trou, on m'a raisonné, on m'a dit d'aller faire une cure et tout. Bon, j'ai essayé la première fois, ça marchait. Et du coup, j'ai fait un pacte moral avec le bus 3132, c'est sûr, mon traitement avec eux. Si je voulais, je prenais le traitement à la maison et tout. Mais comme je sais que je suis un peu faible, 18 ans de consommation, j'ai eu. Moi, j'étais un grand buveur, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les rohypnol, j'en prenais 30. Bon, depuis tout gamin, j'ai 32 ans, j'ai commencé à 14 ans. Et du coup, voilà, un jour, ça m'a pris le déclic, j'ai dit c'est bon, il faut que j'arrête. Je me sentais pas bien, je pleurais tous les jours, j'étais en manque, voilà. J'avais pas faim, pas soif parce que je prenais de la Ritalin. Nous, le bus 3132, allons faire les jeudis après-midi des permanences médicales, paramédicales, mais plus pas vraiment pour du soin, plus pour de la relation, pour faire connaître le bus déjà au sein de la Sud. Et c'est là qu'on a connu Coco, qui, moi, je te voyais pleurer tous les jours quoi, à cette époque. Quoi. Et c'est comme ça qu'on l'a accroché au bus et que lui, il a accroché aussi au bus. Du coup, il est venu dans nos locaux. Et c'est comme ça qu'en fait, on a pu... ouais, ça a fait boule de neige. Et moi, je suis super heureux de te voir aller bien. Quoi. Lui qui a des enfants et qui n'a pas de maladie et qui veut s'en sortir, il mieux qu'il arrête cette merde. Allez, il se fume un bon pétard la nuit. Allez, tranquille. Il suit un traitement, ça existe les traitements. Avec des gens de confiance, des bons médecins, pas des charlatans. On se connaît depuis 97, 98, donc ça a été une des premières patientes du bus méthadone. Il y a un suivi qui se fait tous les 15 jours, qui est un peu global, médical, psy, addicto. Au tout départ, c'était surtout l'héros, quoi. Là, de fil en aiguille, il y a eu un moment de coke aussi, à un point extrême. Courir après le petit paquet quand on a connu autre chose, tu vois. J'en ai eu marre, donc j'ai commencé toute seule avec de la codéine, comme beaucoup. Puis tu passes par plein de phases, à commencer de piquer n'importe quoi. Alors, les médicaments, les machins. Puis j'ai craqué, il y avait un pote qui m'a parlé du bus. Ça a été un long processus avec des chutes, des passages à l'hôpital aussi pour dépression. Mais il y a toujours eu le programme qui m'a suivi, qui m'a sorti. Et aujourd'hui, je m'injecte plus. Je serai encore plus heureuse le jour où j'aurai arrêté la méta. Et bon, c'est vrai que ça s'arrête pas comme ça, mais le jour où j'aurai arrêté la méta, là, ce sera vraiment le top. Quand on prenait de l'héroïne, c'était de l'héroïne. On prenait de la cocaïne, c'était de la cocaïne. Il n'y avait pas 1% d'héros et le reste de merde, quoi. Le sulfate de morphine, en tout cas à Paris, il a progressivement débouté l'héroïne. Maintenant, il n'y a plus que du sulfate de morphine, quasiment. Alors, il faut aller en banlieue, assez loin. Ils n'ont pas de mauvaise surprise, en fait. Ils savent que s'ils consomment 100 mg de Skénan, c'est 100 mg de Skénan. On sait très bien que le sulfate de morphine injecté avec l'amidon de maïs, ça doit provoquer, on l'a vu dans nos consultations, des insuffisances respiratoires. Ça serait bien plus logique d'accepter de réaliser une substitution injectable. Je prenais 5 grammes d'héroïne par jour. J'étais à 281 mg et aujourd'hui je suis à 55 au bout de 12 ans. La drogue c'est fini pour moi. J'ai trop souffert. Bah ouais, quand j'ai connu la méta et j'ai vu ce que ça me faisait, j'ai complètement tout arrêté. Au revoir. Ce qui n'était pas du tout accepté, c'était de proposer la méthadone comme un outil à disposition des usagers et que c'était les usagers qui allaient construire leur stratégie avec nous. Ça changeait complètement le paradigme médecin, soignant, soigné, on renversait toute la vapeur et l'institution s'adapte à l'usager et c'est pas l'usager qui s'adapte. Les gens qui sont inclus ont le choix de venir où bon leur semble, on ne leur impose absolument pas un endroit précis, ils viennent ou ils ne viennent pas. S'ils ont des dosages supérieurs à 40 mg, qui correspond à peu près à la dose létale, s'ils ne viennent pas pendant 48 heures consécutives, on les descend obligatoirement à 40. Et on délivre aussi du Subutex. Étant donné qu'il y a peu de danger d'overdose avec le Subutex qu'il n'y en a pas, en fait, s'ils ne viennent pas pendant 2-3 semaines et qu'ils sont même à 6 ou 8 mg, ils auront 8 mg. Il y en a qui s'en servent vraiment pour un traitement au sens propre, et puis il y a ceux qui en prennent pour un plus. Voilà.
trop dangereux. Ça ne serait pas Carla Sarkozy, ça. Ah, c'est la blanche. Je prenais 5 grammes par jour. J'ai commencé à 1 jusqu'à 5. Et maintenant, je ne prends plus l'héroïne, je prends que la méthadone. S'il n'y avait pas ça, mais beaucoup de gens allaient galérer. Hein. C'est acheter l'héroïne. Pour être bien, il faut 100, 200 euros. Le méthadone, bon, tu prends pour te soigner. Donc ça ne sert à rien de piquer. Tu préfères diminuer. Mais là, je suis en 60, ça me fait bien. Donc je préfère rester encore là jusqu'à dormir dehors, manger dehors, tout dehors. La tête, ça ne marche pas bien. Donc c'est un peu dur pour arrêter. Ça va? Le jour de RSA, là, c'est tout feu, tout flamme, je m'en fous, j'y vais. Bon, après, une fois que le RSA, 2 jours plus tard, il est fumé. Fumé réellement, c'est-à-dire la galette. Après, bon. Mais je pense qu'on a vraiment, malgré tout, pour ma part, je pense qu'on a que des gens bien. On a en pourcentage d'emmerdeurs, on doit en avoir 1%. Moi, je t'entends ça. Bouge-toi, Attila. Allez, Attila, bouge. Bouge! En tout cas, pour 2 jours de traitement, j'ai tout ça. Je suis resté pendant 6 bonnes années dans l'héroïne, la marron en injection, à Rouen, là où je suis, où il n'y a pas d'héros, il n'y a rien. Moi, j'étais obligé de me mettre sous traitement. En fait, je suis resté 3 ans sous méthadone liquide, le temps que ça me casse toutes mes dents. Non, la Jules, il n'y a pas à dire, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je suis bien. En plus, j'ai un rendez-vous 2 fois par semaine au lieu de prendre tous les jours. Donc ça me permet que mes journées soient plus libres pour faire mes papiers, mes démarches et tout. Attendre 2h30, 3h pour prendre un sirop, attendre 1 heure que la méthadone monte et après faire des démarches, je sais pas, 4h, 4h30 du soir. C'est inutile, ça sert à rien. Nous, on a vu cette population des 18-24 ans exploser dans la rue. Et puis les consommations aussi, elles ont changé. C'est-à-dire qu'avant, on voyait des gens qui étaient héroïne, cocaïne, on va dire. Après, il y a eu un peu le crack. Et maintenant, c'est médicaments. Ce qu'on trouve à bas prix, on va pas chercher plus loin, on prend. Et donc, beaucoup d'alcool. Mais des consommations d'alcool massives qu'on ne voyait pas. Donc ça abîme bien aussi. Des benzos, des tranquillisants, des morphiniques, du crack. Voilà, il n'y a plus de consommation de prédilection, on va dire. On prend ce qu'il y a, quoi. Sur le corps, on voit des gens se dégrader, mais très très vite, quoi. Avec ces polyconsommations, pas de repères sociaux bien nets. On va vite vers une désaffiliation où ils ne demandent même plus rien, quoi. Vu que je suis à la rue, ça me permet de ne pas avoir de traitement sur moi, de ne pas le perdre ou de ne pas me le faire voler. Du coup, tous les jours, j'ai mon traitement, je suis tranquille, quoi. Pour moi, c'est plus bénéfique d'aller au bus tous les jours, même si c'est un peu chiant souvent. Mais bon, moi, j'ai mon traitement tous les jours, quoi. Je suis tranquille. Tout le monde veut le voler ou tu peux te faire agresser. T'es tenté de le vendre aussi pour un peu d'argent. Enfin, voilà, quoi. Souvent, je discute avec les usagers, je leur dis, mais la réduction des risques, des fois, elle est un peu en danger, elle est remise en question. Quand vous allez vendre tout et n'importe quoi à Barbès, ça donne argument pour dire, regardez, de toute façon, il n'y a rien à faire, ces gens-là sont incurables, donnez-leur, ils font n'importe quoi. Et donc, ça peut être aussi des contre-arguments et qui se retourneront in fine contre vous, quoi. Il y a des gens qui viennent nous voir ici, qui sont clairement des trafiquants, qui ne sont pas des usagers de drogue. D'abord, on le sent quand on discute avec la personne. C'est l'histoire de l'analyse urinaire minute. Et on appuie là-dessus en disant, nous, médico-légalement, on ne peut rien vous prescrire, parce que des fois, ça évite quand même de se faire casser la gueule. On dit, nous, on ne peut rien vous prescrire parce que vous n'avez rien dans vos urines, donc on ne va pas prescrire un traitement de substitution. Plus globalement, je pense qu'il y a une déportation de la consommation d'héroïne vers des milieux qui la sniffent, qui la fument et qui la fixent de moins en moins. Parce que, encore une fois, ils ont bénéficié de l'information réduction des risques. Le fixe, en matière de réduction des risques, n'est pas une bonne méthode. C'est vrai que pour les gens qui ont l'habitude de fixer, le flash, certes, mais bon, quand tu chasses le dragon, finalement, tu as des sensations qui sont assez voisines, avec un risque qui est divisé par 10 ou par 100. Quand on veut arrêter, on a des produits de substitution, on n'est plus en manque,
On n'est plus à la merci du dealer prêt à braquer n'importe quelle pharmacie ou aller attaquer n'importe quelle petite vieille pour pouvoir se faire un fixe parce qu'on est malade. Non, quand on est malade, on prend un peu de méthadone ou un peu de fubu. J'ai fait un premier roman, Les peaux transparentes, qui est un roman sorti en 2004, autour d'une addiction à l'héroïne. Je suis ni dans une démarche de reniement, ni dans une démarche d'apologie. J'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait une partie où on comprenne bien, ne serait-ce que pour toute la partie des intox, ce qu'était le Subutex, puisqu'à l'époque c'était très nouveau, donc en quoi ça intervenait sur l'espèce de système leurre qui est mis en place par le Subutex. Je fais attention justement à ne pas prendre trop tard dans la journée parce qu'effectivement, pour dormir, c'est un peu compliqué. Il y a quand même quelques effets comme ça. Et à l'inverse, le matin, ça me permet de me mettre en route, quoi, voilà. C'est une gestion au quotidien, ceci dit, elle n'est pas pesante parce que le produit est là facilement. Ça fait 10 ans, je pense qu'ils ont des retours sur les effets secondaires. Il n'y en a pas spécifiquement. C'est un truc qui fonctionne, quoi. Donc, les 3 quarts de la population sont sous anxiolytiques, somnifères. Je ne veux pas m'emmerder parce que je prends du Subutex, quoi. Je pense que la France là-dessus est quand même à la pointe, quoi. Tu vois, vraiment. Et c'est un truc qu'il ne faudrait pas perdre, quoi. C'est pas parce que tu prends de l'anneau que tu ne fais absolument rien, et au contraire même. D'ailleurs, ce qui te motive au départ, c'est sans doute une envie d'accélérer la vie. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc qui est de cet ordre-là. Toutes ces années-là, c'est les années où j'ai fait le film, où j'ai travaillé, où j'ai fait beaucoup de choses, quoi. C'était le jour où je mixais mon film. Donc on avait rendez-vous pour une séance de travail qui était le dimanche matin. Et en fait, j'avais tout prévu pour passer une bonne journée et être tranquille. Et c'est là où c'est vraiment une histoire de... Enfin, il y a des trucs qui sont ou du hasard ou qui n'en sont pas. Mais il se trouve que sur le trajet, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû perdre ce que j'avais pris pour moi pour la journée. Et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Et ça a viré à l'obsession. J'étais arrivé vers 8h30 et jusqu'à 11h, 11h30, j'ai fait le trajet 3 fois. Puisque c'était un dimanche matin, je me suis dit, avec un peu de chance, s'il est tombé dans le métro, je vais le retrouver. Et donc j'ai cherché ce qui n'est pas toute la matinée. Donc j'étais malade forcément et c'est ce soir-là où je me suis dit, basta. Et le lendemain, j'en ai pas repris, j'ai décidé. Il se trouve que ça a été le point de départ du moment où j'ai commencé à m'intéresser à comment faire pour arrêter, etc. Plein de choses étaient plus possibles, mais une des choses qui devenait extrêmement fatigante, c'était surtout la façon de se la procurer, etc. Te condamne à être hors la loi, de toute façon, et ça te condamne à une façon de vivre qui est désastreuse, quoi, et qui pourrit vraiment la vie aussi, tu vois, à te retrouver le matin à passer 4 heures à chercher un képa ou au coin d'une rue parce que t'es malade, forcément, c'est pas une vie, quoi, ça, c'est vraiment pas une vie. Il y a plusieurs moments, il y a des rechutes, etc. Et au bout d'un moment, j'ai tenté tout seul, j'ai pris des trucs qu'on trouvait en vente libre, tout ce qui était à base de codéine, etc. pour pallier. Et puis ça fonctionnait pas. Je pense que ça doit être quelques mois après, mais vraiment très peu de temps après que j'étais voir un Toubib, il me dit voilà, il vient de sortir un produit spécifiquement pour décrocher, quoi, qui s'appelle le Subutex. On en a parlé longuement parce qu'au départ j'étais un peu réticent et puis je lui ai dit bon bah allons-y, on verra bien ce que ça donne. Et en fait ça a été le produit qu'il fallait et depuis voilà. Quand tu es sur photo, tu fais rien, quoi. Donc voilà, il fallait que j'ai un truc qui me permette de fonctionner. Et je me suis dit, pour le reste, je m'en occupe seul, quoi. J'avais pas... Alors évidemment aussi, je suis un peu plus intéressé à la religion qu'avant, des choses comme ça. Mais côté psychanalyste, on m'a envoyé 2-3 fois le faire, puis ça n'a jamais été concluant pour moi. Enfin, moi, je m'y retrouve pas là-dedans, quoi. Voilà. J'allais voir mon Toubib qui me donnait ma prescription mensuelle. Et je me débrouillais avec et on réduisait les doses petit à petit. Et voilà, on a fait un cheminement comme ça. Ceci dit, très rapidement, le lien qui s'est établi avec mon Toubib a été précieux, quoi, pour ça, quoi. Parce qu'il y avait un truc de confiance, il y avait un truc de dialogue. C'est des petites choses qui ont contribué au fait qu'à un moment donné, je mette une distance entre les produits et moi. Au départ, j'ai un peu déconné 2-3 fois, puis après, je voulais vraiment diminuer pour arrêter, etc. Il se trouve que j'en suis plus tout à fait là aujourd'hui. Donc très vite, je me suis dit non, je prends ça comme on me dit. Et je vais même te dire, j'étais plus loin à partir du moment où on a commencé à en trouver dans la rue, etc.
Quitte à être malade, j'ai toujours refusé d'en acheter dans la rue, quoi. Je me rappelle avoir passé des week-ends malades et attendre de voir mon toubib parce que je voulais pas... ou plutôt aller demander à une pharmacie. Pour moi, c'est un acquis qui n'en est pas un, qui est fragile. Tu ouvres le Parisien et on parle du Subutex, c'est pas pour dire que ça a sauvé la vie de quelqu'un, c'est pour dire que combien ça coûte à la société, patati, et qu'on en vend dans la rue, enfin voilà. J'ai passé 6 mois vraiment malade, à regarder Dallas en me disant voilà, enfin un jour sans rien, encore un jour. Et au bout d'un moment, tu te dis putain, mais la vie passe quoi, merde, qu'est-ce que je vais foutre? Et la seule chose qu'il me fallait, c'était quelque chose pour pouvoir fonctionner. Je pense que Subutex a sauvé la mise d'un tas de gens, quoi, vraiment. On n'a aucune donnée, je dirais, robuste au niveau national avant les années 80. On commence à le mesurer au début des années 90. Donc on peut voir l'effet notamment, je dirais, de la deuxième vague de la réduction des risques et de la substitution, notamment dans 2 types de populations d'usagers de drogue, ceux qui sont vus dans les centres de traitement, les centres spécialisés, et ceux vus dans les dispositifs de réduction des risques. Et on était sur une prévalence du VIH au début des années 90 entre 10 et 25-30%. Aujourd'hui, sur les dernières études, on a des prévalences du VIH qui sont inférieures, dans la plupart des études, inférieures à 5%. Sur l'hépatite C, on est sur des prévalences qui restent supérieures à 50-60%. Là, c'est la limite de la politique de réduction des risques, même s'il y a, au cours des dernières années, une timide diminution constatée sur la prévalence de l'hépatite C. HIV, sexe, sang, mort rapide. Hépatite C, c'est effet boomerang au bout de 15-20 ans par rapport à cirrhose et cancer du foie, mais il n'y a pas le sexe. Il n'y a pas la mort immédiate. C'est la mort annoncée, lente. Et donc, la mobilisation, elle est difficile. L'hépatite C, c'est transmission sanguine essentiellement. Ça nous ramène quand même encore à l'injection. Contamination par rapport à sniff nasal, embout par rapport à crack. C'est vrai, mais c'est quand même minime. Il y a des tas de contaminations qui arrivent, on ne sait pas comment. Juste parce que les gens vivent à proximité du réservoir de virus. C'est-à-dire des gens qui sont usagers de drogue, mais qui déclarent ne pas injecter, prendre des précautions pour les autres modes de consommation. Et donc dont on se dit comment ils arrivent à être en sérologie positive à l'hépatite. Et en fait, bon, c'est visiblement la proximité avec le réservoir. Alors, rasoir, tatouage, que sais-je. Par rapport à l'hépatite C, c'est vrai qu'il a été dit que la réduction des risques jusqu'à maintenant avait fait faillite. Non, c'est simplement parce que le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui est bien plus résistant que le virus du HIV. Et ça nous a amené à pousser encore plus à l'éducation à l'injection. Après l'épidémie de sida liée à l'injection de drogue, le défi majeur de la RDR d'aujourd'hui est la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite C. J'ai jamais été vraiment un addict profond, quoi. Il y a tout le temps eu des périodes sans qui m'ont permis de voir autre chose. Et le shit et l'alcool qui m'ont permis de substituer facilement à ce qu'on appelle les drogues dures. En 2010, suite à une participation active au conflit des retraites, un matin, je me suis levé, je me suis cassé la gueule, quoi. Donc, investigation médicale, VHC+. Alors là, ça a traîné, c'était pas grave. Il n'y avait pas le feu. Ouais, sauf qu'ils m'ont affiché un F4. Alors F4, je sais pas si ça te dit quelque chose, cirrhose, quoi. Donc là, j'ai choisi d'adhérer, et puis d'adhérer pleinement, quoi. À savoir une prise de médicaments régulière et à la montre près, à la seconde près, pratiquement, quoi. J'étais dans les pionniers de la trithérapie Boceprevir. Sympa, interféron plus ribavirine plus Boceprevir, trop top. Vraiment une bonne défense, mais pas tout le temps. Tendance suicidaire, toi, dans la même seconde presque. Tu peux te passer du rire aux larmes sans comprendre ce qui t'arrive. Au départ, j'étais dans la réussite thérapeutique. Mon hépato, il se frottait les mains. On avait bien joué le coup, quoi. Ouais, un mois après, rechute. En fait, je suis F2, mais ça, je l'ai découvert après, quoi. C'est toi qui vas être le décodeur de tes analyses. Et après, si tu es bien informé, tu vas pouvoir utiliser ton médecin généraliste et utiliser ton hépatologue aussi, faire pression dessus, quoi. Les gens qui sont un peu paumés, je les enverrai, mais vers les assos, à Sud, d'autres assos, pour comprendre ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, il faut être au minimum à F3 pour en fait avoir un traitement. Bien évidemment, cirrhose c'est mieux, cancer aussi, ouais. Mais donc il y a un paquet de gens en attente. Ouais. Maintenant, les hépatites, on les guérit, et on les guérit
beaucoup plus facilement. C'est quasiment miraculeux. On n'en entend pas parler dans la presse. C'est sans doute la dernière révolution médicale des 50 dernières années. Le 90% de réussite aux essais cliniques, j'y croyais pas. J'avais beau dépouiller les abstracts sur le net, je me disais ça c'est de la foutaise de labo, quoi. Ça peut pas marcher à 90%, quoi. Si, ça marche à 90%, voire plus. T'attends 3 mois d'être sûr. Avant c'était 6 mois pour être sûr, voire 1 an. Maintenant, c'est 3 mois. 3 mois, t'es négatif, tu vas pas... t'es négatif. Mon pseudo, c'est Campanard sur hépatite.net. Donc, c'est ce que je capte sur hépatite.net dans ce que les gens disent. Ils supportent aussi très, très bien le traitement, quoi. Le traitement est beaucoup plus court et moins contraignant en effet secondaire. Ils se plaignent même d'être hyperactifs, certains. Les dernières fois où on a été juste derrière au Père-Lachaise pour enterrer des Assudiens, c'était des gens qui sont morts d'un cancer du foie et qui étaient guéris de leur hépatite. C'est assez effroyable, hein. C'est-à-dire des gens qui avaient effectivement fait un traitement extrêmement pénible sur plusieurs années, avec des effets secondaires catastrophiques, perte de mémoire, vieillissement, et ensuite qui ont amorcé un cancer du foie à cause des lésions qui étaient déjà en place. Donc ça, c'était hier, et on est aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Surtout, faites vérifier l'état de votre foie, ça c'est indispensable. La biopsie, ça n'existe plus. Il y a le fibroscan, fibrotest, donc 2 tests qui sont extrêmement fiables pour savoir où en est l'état de ton foie. Il n'y a aucune raison de continuer à se planquer, et au contraire d'ailleurs, il y a toutes les raisons de sortir du bois pour continuer à vivre, hein, tout simplement. Parce que c'est quand même des histoires de vie ou de mort. Le problème étant que pour certains d'entre vous, lorsqu'on vous aura vérifié que, par exemple, vous êtes ce qu'on appelle F0, c'est-à-dire que votre foie est dans un état correct, voire F2, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites lésions qui commencent, on vous dira ensuite « Ah ben non, on ne peut pas vous traiter justement parce que vous n'êtes pas assez en danger de mort ». On a mis ce qu'on appelle une RCP, qui est une réunion de concertation pluridisciplinaire qui, en fait, valide ou non la demande de traitement du médecin, d'accord ? Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réunion de concertation pluridisciplinaire ou est-ce que c'est rationnement consensuel pluridisciplinaire ? Les gens qui ont eu une hépatite C, ils doivent pouvoir être soignés. On ne reste pas simplement sur un problème de niveau de fibrose. On remet sur le tapis le fait que les usagers de drogue, ils doivent passer, parce que c'est quand même 80% des contaminations. Je veux dire, il faut quand même être net. On est au minimum à 75 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Ça veut dire dépistage, priorité, prévention. On est resté sur une RDR qui était vissée totalement à l'héroïne et au VIH, d'accord ? À une RDR qui commence à s'intéresser en fait à l'hépatite. Combien de temps il a fallu finalement à la RDR pour arriver à des résultats excellents au niveau du VIH ? Bon, au niveau du VHC, ça va demander quand même un peu de temps, quoi. Quand tu vois le parcours du combattant, pour certains d'entre nous, ne serait-ce que pour attraper le Subutex, quoi, ne serait-ce que pour prendre soin d'eux autrement avec le Subutex, quoi, on t'imagine bien qu'ils ont beaucoup de mal à franchir la porte du médecin, quoi. Le premier pas, il est là, quoi. Comment est-ce qu'ils vont franchir la porte du médecin ? Tous les anciens usagers, ou tous les usagers encore actuels mais qui ont un certain âge, ont une appréhension des traitements, en sont encore restés en fait à la bithérapie. Ça veut dire que toutes les équipes professionnelles, tant au niveau XAPAC que CARUD, doivent en fait repartir de toutes les idées reçues sur ce que sont les traitements, les effets secondaires, pour qu'on puisse les balayer et qu'on vienne vraiment sur ce qu'on va appeler les nouveaux repères. Parce que c'est une conduite du changement. Je pense qu'on aurait de quoi mettre en place la deuxième génération des outils de l'ARDR, avec ces 2 axes phares, hein, ceux qui sont sous l'éclairage actuellement, les salles de consommation à moindre risque et les programmes d'échange de seringues en prison. Si on se donne ces moyens-là, je pense qu'on est en capacité d'avoir les mêmes résultats sur la prise en charge, en tout cas la maîtrise de l'épidémie hépatite C. Par contre, les toxicos qui flirtent encore avec l'aiguille, qui se méfient. Parce que t'es négatif sur un génotype. Rien ne t'empêche d'en attraper un autre. Tu étais infecté au 1B comme moi. Si tu mets un peu trop le nez dans la paille ou un peu trop la veine dans l'aiguille, tu risques de te retrouver avec un 3 ou un 3C, quoi. Et là, il faudra recommencer à 0, quoi. Alors ok, le produit va marcher de la même manière. Mais si déjà tu culpabilisais parce que le traitement est cher, tu vas avoir 2 traitements pour le prix d'un, quoi.
Il y a d'autres molécules qui arrivent sur le marché, de plus en plus, et de plus en plus performantes, et qui seront de moins en moins chères aussi. Donc on peut imaginer que dans les 10 ans à venir, la question de l'hépatite sera réglée. Un petit encouragement et soutien de notre part. L'évolution logique de la réduction des risques, un petit peu partout aussi dans d'autres pays. C'est la prise en charge de la problématique consommation, puis des dommages médicaux, sociaux, qui aboutit à, c'est l'évolution suprême de la RDR, à la prise en charge holistique, c'est-à-dire globale, de l'usage des drogues. Les structures de première ligne doivent savoir rester première ligne, même si elles sont là dans l'accompagnement et l'initialisation de tout un travail qui sera complété par d'autres structures. Nous, on est sur la promotion de la santé, l'éducation à la santé, la charte d'Ottawa. En France, on a une culture de santé publique. On est dans le cure, on n'est pas dans le care. Donc, c'est là où on voit que nous, on arrive au bout dans la réduction des risques. C'est valable pour plein d'autres domaines. Mais la réduction des risques, c'est encore ça. On veut traiter, on veut soigner, on veut des médicaments, on veut... Voilà. Est-ce que la RDR peut exister et avancer pour elle-même et sans avoir de vecteur ou infectiologie ou sanitaire pur? Et une question centrale, il faut toujours lui associer un objectif. Peut-être que ça sera un objectif économique. On peut dire que légaliser est à la fois un gain de santé publique, mais aussi un gain économique. Le ministère de la Santé, mais aussi Bercy, seront peut-être sensibles. La criminalisation des usages qui reste quand même un frein majeur pour moi à l'accès à l'information, à la promotion de la santé, voire aux soins. Est-ce qu'il faut un dispositif supplémentaire, un produit supplémentaire, une méthode supplémentaire, ou est-ce qu'il faut vraiment changer la loi ? Parce que c'est bien ça le problème. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de piège des magots dans lequel il n'était plus possible de sortir. On a raconté tellement d'inexactitudes que de revenir en arrière, c'est un peu compliqué, quoi. Donc il faut forcément que ça reste diabolique. Sinon, c'est une forme de dédit et ça va pas aller. Il faudrait effectivement revoir carrément la législation, aller vers la régulation des produits, ce qui serait beaucoup plus efficace, et au moins faire la première étape de la décriminalisation des usages. Ça, c'est certain, c'est démontré partout, donc il faut y aller. Nos amis des Pays-Bas ou du Portugal se portent quand même pas tellement plus mal, voire mieux que ce qu'on peut avoir comme situation en France. Ils ont aussi développé une politique de promotion de la santé, d'éducation à la santé très importante, de recherche en différentes matières, donner les limites, mais changer un peu les limites, parce que celles qu'on a au jour d'aujourd'hui sont plus efficientes. Le problème principal ne vient pas de la drogue, mais vient de la manière dont on les consomme. Il faut viser le récréatif, parce que la dépendance d'un côté et l'abstinence de l'autre ne fonctionnent pas. On présente toujours les substances comme des fléaux. On dit la lutte contre le tabac, comme si on avait un corps à corps à mener contre un paquet de tabac ou contre une bouteille, comme on a dit la lutte contre la drogue. Et à chaque fois, c'est pas un détail de présenter des choses comme ça sur le plan de la syntaxe, parce que ça exclut la personne, ça exclut l'usage. T'as 5 millions de fumeurs de cannabis, mais non, tout le monde aux abris, non, usage simple, c'est interdit. Les adolescents, les jeunes, mon Dieu, ne surtout pas leur parler d'usage simple. Les gens qui sont en contact avec la jeunesse savent qu'il faut leur parler d'usage simple. Mais dans le grand public, dans les médias, voire dans l'opinion, ça reste zéro. La réduction des risques annule la prévention en quelque sorte. C'est-à-dire que le concept de prévention primaire, théoriquement, n'a plus de sens si on applique vraiment ce que je défendais tout à l'heure, l'idée que le message prioritaire, c'est le récréatif. La prohibition criminalise l'offre dans un premier temps, et ensuite elle pathologise la demande. Pour la grande majorité des consommateurs, on est dans un système de volonté de gérer un usage qui n'est pas pathologique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'homme reste libre de consommer, de ne pas consommer, de consommer beaucoup, de consommer un peu, à condition, encore une fois, qu'on lui donne des outils d'information sur ces substances. Il appartient à chacun que dans ces jardins secrets, on puisse aussi se déchirer, se démonter, se défracter, etc. Ce qu'il faut, c'est que ça n'altère pas ta sociabilité et ton rapport aux autres. L'écueil des produits, je pense qu'il se situe un petit peu quand ça t'empêche d'être à la vie, d'être avec toi-même et d'être avec les autres.
Il y a une incapacité de notre société de comprendre à quel point cette histoire de guerre menée contre la drogue, ça s'inscrit dans tous les espaces flous, les failles de notre système, qu'il s'agisse des banlieues, qu'il s'agisse des nouvelles technologies, qu'il s'agisse du fossé avec la jeunesse, enfin tout ce qui est un peu branlant. C'est comme si c'était un nouveau cancer, mais le cancer, c'est pas la drogue telle qu'on l'a présentée, c'est la guerre menée contre cette soi-disant drogue. Si on traite à échelle mondiale, il est absolument manifeste que cette guerre contre la drogue, quand on prend en compte, par exemple, le système de ses effets au Mexique, pour ne prendre qu'un exemple particulièrement frappant, est un bilan désastreux. C'est un bilan désastreux. Je pense qu'il est très difficile de justifier la continuation de cette affaire-là. Et donc je pense qu'il serait très important qu'il y ait progressivement une opinion publique qui se constitue en disant qu'il est tout à fait anormal qu'autour de cette question de la drogue, on ait la catégorie de guerre. Ça ne relève pas de la guerre. Ça relève de procédures sociales, de réparation des fractures de classe qui existent encore dans ce pays, etc., de façon évidente. Il faut qu'on ait un débat sur l'ivresse. J'en démords pas parce que pinard, parce que société festive, parce que société du bon vivre, de la table, parce qu'on n'est pas des Suisses et on n'est pas des Américains. Pour les Suisses, effectivement, l'argument sanitaire a toujours été un argument primordial. Pour les Américains, l'argument à la fois de la liberté et de l'intérêt économique, c'est au cœur de leur société sur le plan culturel. La marque déposée de la société France, ce serait peut-être du côté du bien vivre et de profiter des bonnes choses. On est dans la période du vivre ensemble, mais s'il y a bien un sujet sur lequel il faut appliquer ce sens du vivre ensemble, c'est celui des addictions, de la régulation du marché des drogues et bien évidemment des approches, que ça soit sanitaires, sécuritaires, voire hédoniques. On passe pas d'une consommation à plus de consommation. Il y a un continuum où on va de temps en temps consommer, ou peut-être qu'on va consommer un peu plus, un peu moins à certaines époques. Ils arrivent quand ils sont accompagnés, quand le chemin se fait, ils passent à autre chose. Après, ça devient très anecdotique, leur consommation. Il y en a des équipes quand même dans les banlieues. Et effectivement, ils ont affaire à des situations où c'est pas juste la question de l'usage de drogue, c'est les empilements des questions sociales, psychiatriques, usage de drogue, économique, développement des quartiers qui ne marchent pas, etc. La police est éduquée et culturellement pour arrêter certaines populations et pas d'autres. Ils ont un profil du délinquant revendeur qui est un profil qui correspond à certaines caractéristiques ethniques. Et considération d'âge et d'habillement. C'est une chose qui m'atterre aujourd'hui, les jeunes sont capables de consommer des drogues seuls. Dans l'espace confiné de la chambre, face à un écran d'ordinateur, donc avec des niveaux d'addiction importants, qui se télescopent, et finalement, on est en train de virtualiser leur vivre ensemble. Si demain on invente une nouvelle drogue, de toute façon, elle sera d'abord offerte par le net. Lorsqu'une drogue est interdite, elle arrive sur le darknet automatiquement. Il faudra penser la drogue 3.0 avec une société 3.0. C'est une révolution. Il y a eu l'imprimerie, comme rappelait Marc Valeur hier après-midi, et il y a Internet. Et nous avons à vivre avec. L'idée du chou propre, ils font chou propre quand ils peuvent le faire, et toutes les situations dans lesquelles ils se retrouvent et où ils n'ont pas les moyens, ils injectent quand même, et là ils injectent n'importe comment. Et leur donner un moyen d'injecter dans des conditions optimales, c'est une très bonne chose. Dans cette salle de consommation, il y aura bien évidemment tous les tests rapides d'orientation diagnostique, le fibroscan, tout ça sera à la disposition des gens. J'aurais tendance, moi, à dire que l'héroïne médicalisée aujourd'hui en France ne serait pas recevable pour différentes raisons qui nous feraient bondir, et que cette buprenorphine injectable peut être un premier step pour que le mot injectable et substitution puisse amener un jour à ces programmes d'héroïne médicalisée. L'ouverture par rapport à l'usage de ce produit, l'analoxone, ne mérite absolument pas l'inquiétude des décideurs. Le seul effet secondaire de l'analoxone, c'est qu'il sauve des vies.